Lundi 2 juin, 10h27. Ma petite entreprise, Alain Bachung. Je suis penchée sur le bureau de Léonie et lui explique pour la énième fois que lorsque l'enfant a dépassé les 12 ans, on met tous les tests liés aux humeurs négatives en 4 dilutions et non pas 2. J'ai l'air de savoir parfaitement de quoi je parle et je maîtrise effectivement mon sujet en surface. Mais je me félicite qu'elle ne me demande pas le pourquoi du comment. Je serais bien incapable de rentrer dans les détails. En tant que secrétaire, je suis loin d'être une spécialiste. Je sais juste ce qu'il faut pour enregistrer correctement les échantillons et répondre aux questions les plus récurrentes des clients. Mais les choses plus foncièrement scientifiques me passent largement au-dessus de la tête. Je suis arrivée là-dedans par hasard. J'ai fait l'école des beaux-arts dans une période d'optimisme inébranlable que la réalité de la recherche d'emploi a bien vite ébranlé. Ce qui ne devait être qu'un travail de dépannage s'est transformé en travail définitif, avec le cortège de désillusions et d'autoflagellation mentale que cela entraîne. Après Barbara, je suis, ô honneur suprême, la plus ancienne de l'équipe. Je jette un coup d'œil au dossier qu'elle a commencé à créer sur notre magnifique, mirifique, mirobolant logiciel, le dénommé Hypnos, très caractériel et tombant régulièrement en panne. Je respire mentalement un grand coup en lui signalant que pour les patients du docteur B, il faut toujours le mettre en copie et mettre le numéro attribué au patient dans la référence dossier. « Pense à lire la note interne, Léonie », rappelle-je d'un ton bienveillant. Mais elle ne m'écoute déjà plus, plongée dans la création de ses échantillons. Vous venez au café, les filles ? Je relève la tête en entendant la voix chantante d'Émilie. Je la regarde passer devant nous. Quand elle marche, je ne peux pas m'empêcher d'entendre dans ma tête « I'm too sexy » de Right Said Fred. Elle ne marche pas, elle ondule. Cette blouse blanche qui me transforme en petit boudin s'ajuste parfaitement sur ses superbes courbes et avec ses talons, elle donne l'impression qu'elle porte simplement une robe qui s'évase en dessous de ses hanches. Ses cheveux châtains cascadent sur ses épaules. Un léger maquillage donne des couleurs à son charmant visage. Émilie est la secrétaire parfaite. Je suis même persuadée qu'elle se retrouve parfois dans les rêves de certains clients l'ayant vue la veille de leur prélèvement personnel. Et, le plus insupportable, c'est que cette fille est foncièrement adorable. Je ne peux même pas la détester. Heureusement, elle ne travaille pas dans mon secteur, sinon je serais perpétuellement complexée, mais au secteur adulte, où elles sont également 4. La belle Émilie, la douce Blandine, la colérique Karine et la désespérément normale Esmeralda. Rien à voir avec une robe à grelots et une chèvre, je vous assure. Elles aussi croulent généralement sous le travail. La masse d'échantillons provenant des hôpitaux et des prisons est conséquente, mais également les demandes des particuliers ayant une ordonnance de leur médecin ou de leur psychologue. D'ailleurs, en tant qu'employé du laboratoire, j'ai le droit à une analyse gratuite de rêve par an. Je sais que mes collègues l'ont déjà faite par curiosité ou pour raison médicale. C'est courant que le médecin vous fasse une petite analyse quand vous n'êtes pas trop en forme, ça révèle souvent des peurs ou des angoisses. Moi, je n'ai jamais pu. Déjà, je n'ai aucune envie que qui que ce soit puisse voir ce qui se passe dans mon cerveau la nuit. Ensuite, mes rêves à moi sont vraiment étranges. Je crains bien que la conclusion des ingénieurs soit bonne affaire enfermée. Mes rêves sont toujours délirants. Tiens, la nuit dernière, par exemple, j'ai rêvé qu'une bande de tritons scouts m'invitait à planter ma tente avec eux, et je les trouvais super chouettes. Malheureusement, même le beau gosse aux écailles bleues et nacrées était homosexuel, donc je n'avais aucune chance. Quand j'y repense, je me dis que ce rêve est d'ailleurs plutôt normal, comparé aux autres.
Donc, mieux vaut ne pas savoir ce que tout cela veut dire. J'ai une imagination débordante et très certainement un manque affectif de la taille d'un trou noir. Voilà tout. Ne me demandez surtout pas à quoi ressemblent mes cauchemars. Je transfère la ligne téléphonique vers le poste le plus proche de la salle de pause, en espérant qu'il ne sonnera pas et que je pourrai souffler tranquille. Je sors ma tasse, superbe mug avec écrit en rose flashy I love licorne dessus, la rince vite fait au robinet, ce qui ne sert à rien, vu qu'elle est irrémédiablement tachée par des années de trempage de thé, attrape un sachet au hasard dans mon tiroir et me dirige d'un pas rapide vers la salle de pause avant que qui que ce soit ne me happe au passage. Quand j'entre dans notre sanctuaire, Karine est déjà en train de raconter avec force gestes et inflexion de voix la dernière bêtise en date réalisée par l'un de ses 4 enfants. Rien que d'imaginer le boulot que ça représente d'en élever autant, ça me fatigue. Je déchire mon sachet tout en écoutant d'une oreille distraite, constatant au passage qu'il ne s'agit pas de thé, mais d'une infusion nuit tranquille. Je hausse mentalement les épaules. Au moins, je maintiens une certaine logique avec mon travail. La conversation ne m'intéressant pas vraiment, je laisse mon regard errer sur les murs. J'aime notre salle de pause. Elle n'est pas très grande, c'est en réalité une sorte de débarras avant, ce qui n'est pas particulièrement flatteur, mais elle nous suffit la plupart du temps. Sur les murs sont affichées une myriade de cartes postales en tout genre, quelques photos de sorties de service, un poster féministe qui vient de je ne sais où, et un autre vantant les mérites de la méditation. Quelques chaises à la retraite permettent aux plus feignantes ou aux femmes enceintes de s'asseoir. Mais ce qui me met en joie, à chaque fois que j'entre dans cette pièce, c'est qu'elle est entièrement rose. C'était censé être une plaisanterie lors du vote de la couleur, et puis, un lundi matin, nous avons cru avoir pénétré dans la dimension parallèle où vivent Barbie et ses copines. De toute évidence, l'humour féminin est aussi impénétrable pour Maurice que les bienfaits de la vitamine C. Qui est Maurice ? Vous pourriez imaginer que la personne à la tête de ce service rempli de femmes superbes et continuellement enceintes soit un être possédant une autorité sans faille, un charisme éclatant et un sens de l'organisation époustouflant. Eh bien non. Je vous présente Maurice. Nous savons toujours quand il arrive au bruit de ses chaussures. Dès qu'un grincement ou couinement se fait entendre, nous nous redressons toutes sur nos sièges. Maurice est un peu le fantôme du secrétariat. Il ne nous dirige pas, il nous hante. Il a troqué ses chaînes contre une paire de mocassins brun moches. Voilà tout. Ce n'est pas un mauvais bougre, il donne juste l'impression d'être là par hasard. Un jour, quelqu'un a dû ouvrir la porte en disant « Tiens, il nous faudrait un responsable pour le secrétariat ». Et Maurice est entré. Un homme à la tête d'une équipe de femmes, ça peut faire fantasmer. Mais Maurice ne se prête pas très bien au fantasme. Il est trop mou, incapable de prendre une décision qui a réellement de l'importance s'il n'est pas guidé par une petite voix, généralement celle de Blandine. Je reviens à la réalité lorsque Fiona entre à son tour dans la salle de pause et commence à raconter le désastre qu'a été son dernier encart. Fiona est la petite jeune du secrétariat. Fraîche, du haut de ses 20 printemps, toute ronde, toute mignonne, elle a le caractère bien trempé de celle qui s'est trop souvent fait marcher sur les pieds et a un jour tapé du poing sur la table. Et elle nous fait hurler de rire à chaque fois qu'elle nous fait le plaisir de relater ses déconvenues amoureuses. Je me cale confortablement contre le mur pour mieux profiter de cette nouvelle anecdote croustillante, quand je me rappelle soudainement que j'avais promis à Tess de leur envoyer leur rapport d'analyse dans les 5 minutes, les 5 minutes étant écoulées depuis 1 heure. Je pose à contre-cœur ma tasse sur le meuble soutenant les piles de filtres à café, de sucre et autres trucs en vadrouille et me précipite à ma place. Je pianote avec dextérité sur mon clavier, grogne sur Hypnose qui me demande une énième fois mes identifiants et envoie le rapport tant réclamé. D'un pas morne, car ma pause a été gâchée, je me dirige vers le petit local à imprimante afin de récupérer tout de suite la version papier avant de l'oublier, elle aussi. J'ouvre la porte grinçante, comme toute porte de local à imprimante qui se respecte, et fixe d'un œil vide l'impressionnante machine qui semble réfléchir. Imprimer ou ne pas imprimer, telle est la question. Elle émet quelques bruits caractéristiques et daigne enfin cracher mes 15 feuilles.
Je me penche légèrement pour les récupérer quand je crois apercevoir du coin de l'œil un espèce de flash lumineux bleu. Je me redresse et regarde autour de moi, ce qui peut paraître ridicule puisque le local est minuscule et peut tout juste contenir 2 personnes. Il n'y a rien d'autre que moi, mes feuilles, les imprimantes et beaucoup de poussière. Je secoue la tête. Il y a tellement de bidules qui clignotent dans ce local, inutile de s'attarder là-dessus. Je reviens à mon bureau, glisse le rapport dans une enveloppe, la pose dans la bannette à affranchir et retourne d'un pas pressé vers mon eau chaude. J'ai à peine franchi la moitié de la distance que j'entends une exclamation désolée caractéristique d'une Léonie en détresse cherchant à attirer l'attention sans trop le montrer. Je soupire discrètement et reviens sur mes pas afin de rejoindre ma collègue devant son chariot. « Tu n'es pas allée en pause, Léonie ? » « Je voulais finir d'étiqueter cette tournée, mais il y a un truc bizarre. Regarde. » Conciliante, je regarde. Léonie pointe d'un doigt accusateur un flacon où se déplacent paresseusement des particules oniriques rose bonbon, jaune poussin et vert tendre. Les rêves prélevés sont stockés dans des flacons spéciaux, fermés hermétiquement pour éviter les fuites, puis ramenés au labo et analysés suivant leur nature et ce que le client recherche. Ils sont pour la plupart transparents, ce qui permet de déterminer rapidement à quel type de rêve on a affaire, sauf cas particulier. Je peux ainsi facilement constater qu'au cœur de ce songe enfantin tourbillonnent des volutes de cauchemar, ternissant les couleurs qu'elles touchent, contaminant irrémédiablement le rêve. Le phénomène a quelque chose d'hypnotique, qui m'a toujours fascinée, et je prends le temps de le contempler avant de répondre d'une voix docte et d'un calme irréprochable. « Tu n'avais encore jamais vu ça ? Ça arrive parfois, quand la frontière entre 2 rêves différents n'est pas très nette. On n'en tirera rien. Les résultats vont être faussés. Note le numéro et mets-le dans le bac à jeter. Il faudra que tu préviennes le client et qu'on fasse refaire un autre prélèvement s'ils y tiennent vraiment. » Je m'arrache à la contemplation de ce flacon où une guerre impitoyable fait rage et renonce définitivement à prendre une pause. Tandis que je retourne chercher ma tasse, abandonnée au milieu de cet antre rose désormais vide, je me fais la réflexion que je n'aimerais sûrement pas travailler au secteur des cauchemars. Les filles qui y sont ne doivent pas être trop impressionnables à cause des images résiduelles. Elles reçoivent des choses dégueulasses, à vous faire vomir le café de la pause du matin. Certaines images marquent fortement les rêveurs. Ce sont elles que les techniciens parviennent à séparer du flux et à fixer sur papier. Généralement, il n'y en a qu'une, mais un rêve particulièrement marquant peut en contenir 2 ou 3. Quand les émotions des rêveurs sont extrêmement fortes, on peut parfois les voir à l'œil nu, à travers le flacon. Elles tourbillonnent et s'écrasent contre les parois. Cela arrive principalement avec les cauchemars, donc autant dire que je n'aime pas particulièrement manipuler ces flacons-là, d'autant plus qu'ils sont agités. Les techniciens du labo, quant à eux, sont des mecs taciturnes, qui en ont vu d'autres, et on ne veut pas imaginer lesquels. Sauf la petite dernière, arrivée comme un joli coquelicot sur une hideuse moisissure, toute douce, toute fine, toute rose. On se demande presque ce qu'elle fait dans ce service. Une poupée de chiffon oubliée dans un jardin de ronces. Elle s'appelle Purity. Ironie du sort. Je reviens m'asseoir devant mon tas de factures à corriger. C'est avec un manque flagrant d'enthousiasme que je m'attelle de nouveau à ma tâche. Je vous ne ferai pas l'offense, lecteur adoré, de vous énumérer une à une les menues missions et autres fonctions qui étayent mes journées de travail. Le but de ce récit n'est pas d'allumer en vous le brasier de la vocation secrétariale, ni d'ailleurs de vous en dégoûter, mais de vous dire la vérité sur Morphée, les rêves et Églantine Arbre à Sève. Je passerai donc sur les heures pénibles, ponctuées de moments de frustration, de révélations triomphales et d'ennuis profonds, que j'ai pu passer ce jour-là à me prendre la tête avec des lignes de tarifs et des clients récalcitrants à tout mot commençant par F. Vers 16h, je commence sérieusement à en avoir marre. Je me suis battue pendant environ 30 minutes avec la photocopieuse, qui s'obstinait à sortir uniquement des feuilles totalement noires, un choix artistique intéressant mais un gaspillage effrayant.
Je suis sortie victorieuse, mais relativement énervée, et c'est avec un air excédé que je redresse la tête en entendant un bruit assourdissant semblable à celui d'une dizaine de casseroles tombant sur le sol. Je m'arrête soudain de respirer, et tout en moi devient mou et coulant. Une bouffée de chaleur me monte au visage tandis que j'épie Matthew. Accroupi au niveau de la porte coulissante, il jure, tout en ramassant un tas de trucs non identifiables et qui ne m'intéresseraient très certainement pas s'ils n'étaient pas manipulés par d'aussi belles mains. Ah. Matthew. Il ne fait pas partie de notre service, mais il occupe une grande place dans ma vie sociale imaginaire. Matthew, mon chevalier de laboratoire en blouse bleue, les poches remplies de tournevis et de bidules étranges, prêt à voler au secours des pauvres secrétaires en détresse, agressés par un perfide néon défaillant ou par une porte traîtresse. La première fois que je l'ai vu, c'est quand Émilie s'est enfermée par erreur dans un petit local qu'on n'utilise presque jamais. La porte, trop longue, s'est coincée et a refusé de s'ouvrir. Et, au milieu des hurlements de rire pas très compatissants de mes collègues, il est apparu. Cheveux en bataille, sourire désarmant, yeux verts, parfois gris quand le temps est à la pluie. Il a démonté la porte pour délivrer Émilie, la véritable princesse de ce secrétariat. Je n'ai jamais été aussi jalouse de ma vie. Depuis, je ne cesse de casser des choses dès que l'occasion se présente. Mais quand il est là, je n'arrive jamais vraiment à lui parler, sauf pour lui dire les pires banalités du monde. Il demeure inaccessible, dans son royaume de boulons et de sourires qui ne me sont pas destinés. À votre avis, pourquoi est-ce que je ne veux pas que mes collègues fourrent leur nez dans mes rêves ? Je n'ai aucune envie qu'il s'avère que c'était celui où Matthew me fait sauvagement l'amour contre un mur en plein cœur du secrétariat. Nous avons tous signé un accord de confidentialité, mais les rumeurs, ça part vite. Je me lève et me dirige d'un air dégagé vers la photocopieuse, une feuille à la main. Je suis désormais à quelques centimètres de l'homme de ma vie. Ça va, Matthew ? Cette entrée en matière tellement originale le sort de son ramassage fébrile. Il me jette un coup d'œil rapide. Oh, salut. Ouais, et toi ? Bien, bien. Qu'est-ce que c'est ? Je désigne d'un geste vague les outils et autres bidules qu'il serre dans ses bras comme s'il s'agissait de son trésor le plus précieux. Du matos, pour vérifier les néons. Ceux de ces 4 ont tous grillé d'un seul coup ce matin. Alors je contrôle un peu partout pour éviter les étincelles. Il me fait un clin d'œil. Et tandis que je flotte béatement dans un univers merveilleux où Matthew me fait un clin d'œil, une chose menue et gracile passe à côté de moi. « Hello, Matthew !» chantonne Émilie. Le sourire de l'homme en question s'élargit et il la suit des yeux tandis qu'elle continue son chemin vers le placard des fournitures. Je lance un regard noir dans son dos. Et puis, en un battement de paupières, tous deux ont disparu. La frustration et la rancœur m'envahissent tandis que je regagne ma place. Je n'ai même pas fait de photocopie, mais les autres n'ont pas l'air d'avoir prêté attention à ma subtile manœuvre d'approche. Je me rassénère en repensant au clin d'œil de Matthew et termine mon travail en arborant un sourire niais. Anna, qui est assise au poste en face du mien, me regarde d'un air intrigué, mais je fais mine de ne rien voir. Mon amour désespéré pour Matthew fait partie de ma bulle. Il est hors de question que je l'avoue à qui que ce soit. Ce serait bien trop humiliant. Je préfère lancer la curiosité de mes collègues sur de fausses pistes. Oui, je sais, c'est pathétique. L'horloge indique enfin 17 heures. Je fais le tri dans les papiers devant moi, éteins mon ordinateur, renvoie ma ligne téléphonique vers le standard et souhaite bon courage à Barbara qui assure la permanence de 17h à 18h. Juste à cet instant, un client arrive et tandis que je m'éloigne, je l'entends lui expliquer que non, on ne peut pas juste faire une analyse pour voir ce qui ne va pas. Il faut qu'il soit plus précis puisque nous sommes capables d'identifier un grand nombre d'émotions différentes à des degrés variés. Je file vers les vestiaires, soulagée de ne pas être à sa place, pendant qu'elle lui propose de commencer par une simple analyse de l'aspect, la couleur et l'odeur de son rêve. Oui, les rêves ont une odeur, monsieur, je vous assure. Le couloir est encore plus interminable le soir et je presse le pas. J'ai incroyablement envie de rentrer chez moi et de m'affaler dans mon canapé et je me rue presque sur mon casier pour en sortir mon équipement. Alors que je suis en train de revêtir mon superbe gilet jaune fluo réglementaire, je sens une sorte de malaise,
comme si quelqu'un se tenait derrière moi. Vous savez, cette sensation qu'on vous regarde. Je me fige, me traite mentalement de paranoïaque et me retourne brusquement. Il n'y a rien, mais je crois entendre comme des bruits de pas étrangement étouffés derrière la rangée de casiers. Mon malaise s'accroît. Pourtant, il ne devrait pas, je suis dans un vestiaire, c'est très certainement quelqu'un d'autre avec des chaussures compensées que je n'avais pas vues en entrant. J'hésite. Puis je n'y tiens plus et j'avance doucement. Je passe la tête derrière le dernier casier de la rangée. Je crois voir une forme, petite, près du sol, disparaître rapidement dans l'allée. À vrai dire, j'ai même cru voir quelque chose de bleu. Je tends l'oreille. Il n'y a plus un bruit. Je reste immobile quelques instants, puis soupire et passe une main sur mon visage. Il faut vraiment que je me détende. Ce soir, je prends un bain.